Donc moi, je suis Bernard Vianou, je suis directeur adjoint de la recherche de l'école et je dirige également le laboratoire génie industriel de Centrale Supélec, donc qui était co-partenaire de cette chaire avec l'ESCA, avec la recherche, et Nadine Couture, la directrice de la recherche, fera une petite allocution après la mienne. Donc moi, je suis vraiment enchanté de pouvoir dire quelques mots sur cette chaire FlexTech qui se déploie depuis 5 ans entre Gif-sur-Yvette et Bidart. Donc cette chaire a une histoire, donc la genèse de cette chaire FlexTech dépend beaucoup et de la personnalité et de l'histoire personnelle de Guy André, avec une carrière aux États-Unis sur des problématiques d'intégration homme-système ou de conception ergonomique teintée avec des modèles cognitifs de l'usager, du mainteneur, de tous les acteurs d'un cycle de vie d'un système complexe. Et donc, Guy, de retour en France, il y a 6 ans, a eu l'idée de faire appel à 2 écoles d'ingénieurs qui avaient des points communs pour développer ces envies de rayonner et de faire rayonner le Human System Integration. Centrale Supélec et SIA, en fait, ont effectivement des points communs. On est tous deux tournés fortement vers l'industrie et également tout ce qui est création de valeur en contexte industriel, donc également l'entrepreneuriat. Alors, le positionnement de FlexTech est un positionnement très original, puisque FlexTech va promouvoir un certain nombre de concepts et d'approches qui se distinguent entre l'intersection des sciences de l'ingénieur, des sciences cognitives. Donc j'ai nommé l'intégration homme-système pour rendre des systèmes plus autonomes et les concevoir plus centrés sur les usages, les usagers tout au long du cycle de vie de ces systèmes. Donc FlexTech adopte une démarche anthropocentrée qui inverse les approches traditionnelles qui sont technocentrées. Et donc ça consiste à s'attacher à intégrer l'humain dès les premières étapes de l'idée des spécifications, de la conception de systèmes complexes, pour assurer des interactions humain-machine qui restent flexibles, robustes, adaptées à des contextes inattendus. Et il y a eu un certain nombre d'apports conceptuels majeurs qui ont été donnés dans ces 5 années, avec derrière, peut-être avant, les 30 années d'expérience de Guy André. Donc la chaire a introduit et consolidé des concepts comme la méthode Prodec, qui s'appuie sur des simulations humaines dans la boucle et des scénarios de conception pour anticiper et réagir aux situations imprévues. Cette approche va renforcer l'idée aussi d'utiliser des jumeaux numériques tout au long du cycle de vie des systèmes, donc avec un certain nombre de propositions extrêmement intéressantes pour générer une documentation continue et essayer de simuler en dynamique le fonctionnement normal des systèmes en parallèle de l'observation de ce qui se passe. De plus, FlexTech a poussé l'émergence d'un certain nombre de nouvelles métriques, comme des niveaux de maturité humaine, HRL, organisationnel, ORL, en plus des niveaux de maturité technologique pour piloter la conception, la maintenance, l'upgrading de ces systèmes. Donc forcément, ça parle beaucoup au laboratoire génie industriel, et on te remercie énormément de tout ce que tu as pu apporter, Guy. Et il y a eu des résultats en 5 ans, puisqu'il y a eu un certain nombre de thèses qui ont été soutenues, d'autres en cours. Au moins 3 ouvrages de référence, tu as un serial writer, 3 ouvrages de référence en langue anglaise, une 50aine d'articles de communication et au moins 6, 7, 8 articles de revue. Donc ce projet a influencé un certain nombre de développements, d'approches également industrielles, avec des projets en cours, avec CS Group, Total Energy, la SNCF, Thales, et j'en oublie certainement, donc excusez-moi si j'en oublie. Et enfin, on peut dire aussi une présence au premier plan dans des organisations internationales industrielles plus qu'académiques, mais quasiment autant qu'académiques. Je pense à l'INCOSI, International Council of Systems Engineering, et l'International Ergonomics Association, où tu as des responsabilités de premier plan, notamment pour écrire des
des handbooks qui vont ensuite donner un vocabulaire et des pratiques dans les entreprises sur les systèmes sociotechniques. Donc un rayonnement incontestable, et je terminerai peut-être par ce qu'il y a de plus important, c'est la communication de ce qu'est le HSI ou les concepts du HSI aux jeunes élèves ingénieurs. Donc avec un engagement de tout moment pour créer des nouveaux cours novateurs à Centrale Supélec, à l'ESTIA et dans d'autres institutions partenaires, l'ISAE, Supaéro et je crois savoir l'ESSEC éventuellement, ESCP. Et donc voilà, donc ces modules sont importants parce que il faut prôner l'intégration transdisciplinaire dans un monde où les ingénieurs sont en recherche de sens et de pouvoir sentir qu'ils sont dans l'action. Les approches technologiques sont importantes et incontournables pour essayer de revenir sur des problèmes qui ont été aussi générés par ces approches technologiques. Et puis enfin, il y aura effectivement un relais à prendre sur tout ce que tu as entamé à l'INCOSI, à l'IAE, autour de l'ingénierie des systèmes autonomes. En tout cas, merci pour ces 5 années et on va tout faire pour faire fructifier ce travail au-delà d'aujourd'hui. Merci. Guy. Donc, bon, Bernard a dit énormément de choses que je ne souhaite pas répéter. Du coup, je vais en fait un peu souligner ou en quelque sorte apporter des éléments, un peu comme une discussion par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, amener des éléments. Bien sûr, la première des choses, c'est me présenter. Tu l'as déjà fait. Donc, je suis Nadine Couture, je suis directrice de la recherche de l'ESTIA. Et donc, je représente Pachi Elissal, le directeur général de l'ESTIA, qui donc aurait aimé être là, mais qui a dû rester sur Bidart. Deuxièmement, bien sûr, remercier Guy, bien sûr, pour avoir apporté le HSI à l'ESTIA et tout ce que tu as pu dire. Ce que je pourrais dire, c'est un peu peut-être l'avant FlexTech, aujourd'hui FlexTech et le FlexTech demain, parce que oui, c'est une leçon de synthèse, mais moi je le vois plutôt comme une étape, et donc c'est pas du tout une fin. Et je suis sûre que le HSI va continuer, et aussi malgré tout, peut-être pas moins formellement entre nous, mais aussi avec Centrale. Donc je vois ça comme une première synthèse, mais absolument pas un bilan. Enfin, disons, un bilan qui s'arrête. Donc, en tout cas, je suis sûre que ce sera ça. Alors, le avant, en fait, j'ai regardé un peu, on a commencé à avoir des relations avec Centrale Supélec et le LGI en 2012, avec le début de la thèse d'Audrey Abillac, que tu as encadrée, avec Stéphanie Minel, qui était à l'ESTIA. Donc, thèse en 2015. Et en 2016, elle était chercheur associée du LGI. Et c'était bien pour nous, pour le développement des SIA Recherche. Et puis, l'avant FlexTech, c'est la rencontre aussi avec Guy. Alors là, je raconte, moi, je veux dire, je suis totalement fan du premier exposé que Guy a fait et que je lui ai redemandé de refaire après, qui est 30 ans d'interaction humain-machine à l'époque, mais qui était déjà un peu de la GSI pour l'aéronautique. Et j'avoue que lorsque Guy vous raconte oui, alors j'ai rencontré Dan Norman, j'ai assisté au premier exposé de Tim Berners-Lee. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a inventé le web, et que Guy vous raconte qu'il était dans une conf, dans son coin, en train de présenter le World Wide Web, et que tout le monde, personne ne s'occupait de lui. Quand Guy vous raconte qu'il est passé par Eurisco, l'ONERA, la NASA. Oui, voilà, moi je suis fan de ce genre de présentation, qu'il a connu le début de l'IA, qu'il a fait de l'IHM, ça s'appelait pas encore de l'IHM, qu'il a créé la FIM, l'association francophone en interaction humain-machine. Si je me souviens bien, c'est le 007 inscrit de la FIM. Quoi d'autre? Enfin, je le fais comme ça parce qu'il y a plein d'anecdotes. Moins anecdotique, et pour revenir vraiment sur la science, je dirais que tu as eu
je ne sais pas si on peut appeler ça une intuition, mais oui, une intuition de l'importance de l'autonomie des systèmes à un moment donné. Et quand tu racontes que tu as vu justement cette évolution des facteurs humains et de l'ergonomie vers les HSI, voilà. Donc ça, si vous avez un jour l'occasion enfin, qui travaille pour toi, de demander à Guy cet exposé de 30 years of HCI Aero, franchement, je vous le recommande. Ça, c'était l'avant FlexTech. FlexTech, donc 2019-2024. Donc, bien sûr, je dirais ta vision, ton énergie pour alors, imposer, le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire en tout cas convaincre en tout cas tout le monde de l'importance du HSI, que ce soit pour nous les académiques, mais aussi pour toutes les entreprises. Enfin, je crois que pas mal d'entreprises sont présentes en ligne, puis présentes ici aussi, puis les élèves, puisque tu as déjà formé 3 ou 4 promotions d'ingénieurs, à la fois à Centrale et à la fois à l'ESCAP. Alors ça, tu l'as déjà dit, je ne reviens pas dessus. Oui, parce que moi, ce que je retiens, c'est donc effectivement ta vision, je dirais qui est tout sauf étriquée, puisque finalement, tu fais une savante combinaison de l'ingénierie système, de l'interaction humain-machine, de l'IA, un peu de tangible, qui est cher à mon cœur. Bon, j'en oublie, mais voilà, donc c'est vraiment une vision intégrée, évidemment, systémique. Ça, je trouve que c'est vraiment très important. Et puis, le futur. Le futur, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui est important et ce qu'on va faire continuer ensemble, c'est la thèse d'Alexandre Dissier, donc qui est encadrée par Guy, par où est-elle? Ah, Marina Jankovic, pardon si je... Parfait. Et Dimitri Masson ici présent, donc c'est vraiment une collaboration entre nos deux établissements. Et puis, du coup, en perspective, je voulais proposer quelque chose qui serait pourquoi ne pas de faire une feuille de route où on s'imposerait, en quelque sorte, les deux établissements, de offrir à 2 élèves, donc Estia offrirait à 2 élèves de Centrale Supélec et Centrale Supélec offrirait à 2 élèves de l'Estia, qui ont suivi la formation HSI, des 2 côtés, de faire un stage, ou autre, mais un stage de 3e année, de 6 mois, dans l'établissement partenaire. Je pense que ça serait une manière très concrète de continuer à faire vivre cette collaboration. Puis on peut rêver, peut-être que c'est ceux-là qui auront envie ensuite de faire des thèses, dans FlexTech 2 ou dans d'autres domaines. Voilà, une idée de perspective. Merci. Et on va avoir le plaisir d'écouter Guy faire vraiment un bilan exhaustif et de la chair. Bon, donc, j'ai plus rien à dire, quoi. C'était des bons résumés de ce que je vais vous dire maintenant, quoi. Je vais vous parler de ce qu'on a fait, de ce que nous avons fait pendant 5 ans, un peu plus même, parce que la chaire, elle a commencé avant d'être mise en place. Donc, c'était le libellé exact. Alors, je vais parler français, et tous mes slides sont en anglais. Donc, voilà. Alors, donc, sur l'intégration humain-système, moi, j'aime bien mettre humain au pluriel et système au pluriel. Dans la conception de systèmes à autonomie croissante, on va parler comme ça, français. Alors, quel est mon passé? Ouais, 30 ans, c'était... Merci, ça me rajeunit, mais... C'est... oui, j'ai fait un certain nombre de choses, mais mon activité principale, quand même, a tourné autour de l'aéronautique et l'espace. En gros, c'est presque 20 ans, et plus les 5 ans après. 20 ans aéronautique, plutôt en France, et 20 ans plutôt spatial aux États-Unis. Voilà. Alors, et même, c'est encore plus précis que ça. Dans l'aéronautique, j'ai travaillé beaucoup avec Airbus, mais c'est presque essentiellement. Et dans le spatial, j'ai travaillé avec la NASA et dans la NASA aussi. Voilà.
Alors, mon sujet d'étude depuis le début, c'était la conception et l'évaluation de cockpit, la certification de cockpit. Donc, j'ai eu la chance de commencer en 1980, ouais, ça remonte un petit peu loin, après ma thèse, à l'ONERA, et j'étais détaché chez Airbus, et on passait de 3 pilotes à 2 pilotes, de 3 membres d'équipage, pourtant, à 2 membres d'équipage, c'est-à-dire on supprimait le mécanicien navigant. Et il fallait démontrer que ben, c'était aussi sûr, aussi efficace, aussi confortable à 2 qu'à 3, même peut-être plus. Donc voilà, j'étais tout de suite introduit là-dedans et je me suis dit à l'époque, ben, je ne vais pas y arriver si je n'ai pas une formation complémentaire dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc voilà, j'ai choisi les sciences cognitives. Voilà comment ça a commencé. Et donc j'ai fait un deuxième parcours plutôt je travaillais, hein, c'était après, donc le soir, quoi. Et donc voilà, donc j'ai eu une double formation, côté ingénieur et côté sciences cognitives. Donc là, donc j'ai travaillé sur la conception de cockpit, à la fois côté aéronautique et côté spatial. J'ai travaillé sur le cockpit de la navette. J'ai eu la chance de pouvoir partir à la NASA en 1984, vous voyez, ça fait un petit moment. Et ça a bien fonctionné, je travaille sur plusieurs projets, pour aussi ensuite revenir. J'ai travaillé par tranche de 10 ans, 10 ans en France, 10 ans aux États-Unis, 10 ans, etc., en gros. Et j'ai travaillé en particulier sur le rover lunaire, qui n'a pas été lancé encore, mais qui était une grosse épopée de conception sur l'humain. C'est un rover qui est piloté. Et donc, il y a un certain nombre de protagonistes, à la fois des sciences humaines et sociales, du design, y compris d'ailleurs, et des ingénieurs, bien sûr, aérospatiales et informatiques. Donc voilà. Je travaille aussi sur la reconception de la salle de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Voilà, ça c'était un peu le spectacle que nous avions presque toutes les semaines. Enfin, pas tout à fait les semaines pour la navette, mais il y avait des fusées qui partaient. Voilà, j'ai eu la chance de travailler dans ce contexte-là. Et alors, ce que j'ai appris dans ces 40 ans de pratique, recherche et ingénierie, c'est qu'au début, on concevait un système et puis ensuite, on essayait de regarder si ça marchait bien. Donc, on corrigeait, on faisait de l'ergonomie de correction pendant très longtemps, y compris encore. Ça se fait encore maintenant. Ouais, c'est ce que j'appelle ça, c'est le syndrome de l'interface utilisateur. C'est-à-dire que pour compenser, on met une interface. En gros, c'est ça. Donc en fait, l'interface, c'est un composant du système qu'il faut concevoir en même temps que tout le reste depuis le début. Mais ça, on ne pouvait pas le faire jusqu'à maintenant. Pourquoi on peut le faire aujourd'hui? C'est à cause de l'ingénierie digitale. On peut construire un avion complètement sous forme de logiciel, hein, de software, et le piloter comme un jeu vidéo très très rapide, enfin assez vite, quoi. Et donc à partir de là, enfin un des champions de cette évolution, faire de la publicité, j'ai pas d'action là chez eux, mais c'est clair qu'il y a eu un investissement depuis assez longtemps là-dedans, sur les prototypes virtuels notamment, etc. Donc, on est passé ensuite à l'interaction. Et ça a été, dans les années 80, l'interaction machine, mal nommée d'ailleurs, ça doit être interaction humain-ordinateur, comme Human Computer Interaction en anglais, mais je ne peux pas accuser personne, je faisais partie des gens qui l'ont nommé. Donc, donc la machine, là, c'est l'ordinateur. Et donc, on a beaucoup évolué avec cette discipline, en fait, pour aller dans les années 2000 vers un nouveau concept, un nouveau champ de recherche, un nouveau champ, finalement, de l'ingénierie, qui est l'intégration humain-système. Et donc, d'intégrer depuis le début, en fait, l'humain et les organisations dans la boucle de conception. C'est là où on commence à intervenir, et donc le sujet de la chaire FlexTech est en plein là-dedans. Alors donc, pour résumer, la chaire FlexTech, en fait, va s'occuper d'ingénierie digitale, et donc comment l'ingénierie digitale va influencer les métiers aujourd'hui, à la fois les métiers de conception, mais aussi les métiers de l'utilisation ou des opérations. Il y a toujours conception, développement, manufacturing, opération,
voilà, qui sont dans les opérations, on peut mettre la maintenance aussi. Et donc, il y a des concepts qui ont surgi, hein, comme les concepts de flexibilité, de gestion de l'incertitude, de tangibilité, de maturité, etc. Et donc, un des objectifs, c'est quels sont les nouveaux rôles des gens et des organisations dans ces systèmes qu'on va appeler critiques en français, enfin, en anglais, je trouve que c'est mieux, c'est Life Critical Systems, qui en fait mettent en jeu des questions socio-techniques, des questions d'éthique et aussi de redéfinition des concepts majeurs de l'ingénierie épistémologique. Et donc, nous avons donc développé de nouvelles approches, hein, c'était aussi l'objectif, des méthodes et des outils. La notion de jumeau numérique, notamment, est à l'ordre du jour. Alors, un jumeau numérique, c'est quoi? Ben, c'est un modèle et une simulation, hein, qu'on va essayer d'utiliser pour... moi, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais ça va être une documentation active de ce qu'on fait. D'accord? Et puis des simulations humaines à la boucle. Alors ça, ce n'est pas possible il y a encore une quinzaine, vingtaine d'années. C'était très très difficile de faire des simulations dans la boucle au moment de la conception. Aujourd'hui, on peut le faire à la tangibilité près. Alors je vais redéfinir aussi les questions de tangibilité parce que ça a été défini dans le domaine de l'interaction de machine, mais ce dont on parle aujourd'hui est beaucoup plus important d'un point de vue de l'étendue que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs secteurs industriels, l'aéronautique et l'espace, la défense, l'énergie, hein, c'est avec Total notamment, la santé, on a lancé des projets comme Inomed notamment, et puis le secteur automobile qu'on a juste effleuré, le nucléaire, mais en fait, de toute façon, même si ce n'est pas FlexTech, le HSI s'applique à ces domaines-là. Donc, en fait, pour résumer, c'est comment concevoir pour la flexibilité, FlexTech. Hein. FlexTech, c'est technologie pour la flexibilité. Okay. Donc, le HSI et l'autonomie. Bon, ça a déjà été dit. Alors, l'évolution, en fait, si je reviens pour regarder comment il y a eu cette évolution, vous vous souvenez, corrective vers l'interaction, vers l'intégration. Eh bien, avant les années 80, la discipline reine des sciences de l'ingénieur, c'était vraiment le génie mécanique, mechanical engineering. Appliqué dans divers autres domaines, hein, c'était clair. Et d'un point de vue de l'ergonomie, des facteurs humains, c'était des facteurs humains plutôt biomécaniques, plutôt physiologiques. Et donc, c'était pendant très longtemps des médecins du travail qui s'occupaient de ça. Et donc, voilà. Et puis, à partir des années 80, il y a eu une révolution là, qui était la révolution de l'informatique, la micro-informatique. Donc, les ordinateurs se sont répandus dans le monde entier jusqu'à la maison. Donc, tout le monde a commencé à utiliser de l'informatique. Et donc, pour faire quoi? Pour faire du traitement de texte, pour faire un certain nombre de choses comme ça. Et donc là, une nouvelle discipline est née qui était le Human Computer Interaction, HCI. Interaction de machine en français. Donc, cette nouvelle discipline, en fait, était basée. Alors, il y avait beaucoup d'informaticiens qui se sont intéressés à ça, mais avec des gens des sciences humaines, notamment des gens en sciences cognitives. Hein. Et donc, se sont développés un certain nombre de disciplines là, connexes. Et puis, arrivé dans les années 2000, la complexité générée par non seulement les réseaux informatiques, le web, etc., mais aussi les réseaux plus mécaniques, le transport aérien, par exemple. Ça paraissait inconcevable 20 ans avant de dire je vais à New York demain ou à San Francisco. Là, c'est très facile. Tout est interconnecté, sauf que le degré de complexité augmente. Si vous voulez, étant donné que le degré de complexité augmente tous les jours, parce que la complexité, c'est quoi? C'est des nœuds avec des liens entre les nœuds. Et plus le nombre de nœuds, le nombre de liens augmente, plus c'est complexe. C'est ça la complexité. Bien d'autres choses, bien sûr. Mais si on veut simplifier, c'est ça. Je suis désolé quand je dis simplifier la complexité, ce n'est pas un bon terme, parce que ça n'existe pas, ça. Donc, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Et donc là, se sont développées des disciplines comme la modélisation-simulation,
Aujourd'hui, dans l'ingénierie système, on parle de Model-Based System Engineering, MBSI, on est en plein dedans, quoi. Voilà, ça s'est développé. Des théories de la complexité qui commencent à se développer un peu partout. Les questions d'organisation qui pointent leur nez parce que c'est très important. On s'est beaucoup trop intéressé au mono-agent pendant longtemps. Aujourd'hui, on est dans le multi-agent en fond, quoi. C'est obligatoire. Donc ça, c'est complexe. Et également, l'ingénierie système, je vais vous montrer que, en fait, elle se rapproche de plus en plus de l'intelligence artificielle. Alors peut-être pas l'intelligence artificielle dont on parle souvent aujourd'hui, qui est en fait une intelligence artificielle plutôt numérique, hein, plutôt statistique, mais l'intelligence artificielle multi-agent, justement, elle est très proche du système de système. Donc tout ça est en train de converger. Il y a des échanges entre l'IA et le système engineering. J'étais il y a plus d'un mois maintenant à Washington où j'ai participé à un workshop sur le AI for SI et SI for AI, où on a justement discuté de ces rapprochements entre l'intelligence artificielle et le système engineering. Alors en fait, on est passé du physique au cognitif et maintenant au social, parce qu'en fait, le problème de l'interconnectivité et de la complexité, elle est essentiellement sociologique, de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on supprime les deux autres. Ça sera imbriqué, tout ça est imbriqué. On ne passe pas de l'un à l'autre, full stop, c'est imbriqué. Alors, comme il a été dit déjà, j'ai présidé pendant 10 ans un groupe de travail HSI dans le cadre de INCOSI, réseau international sur le système engineering. Et j'ai d'ailleurs donné ma démission la semaine dernière. Il y a de nouveaux acteurs maintenant qui prennent les rênes. Mais 10 ans, c'est pas mal, ça va. Et donc, pendant ce temps-là, nous avons beaucoup travaillé dans ce groupe de travail international. En 2022, je crois, c'était organisé un workshop, 350 personnes, 24 pays. Et je peux vous dire que ça motive beaucoup de gens sur cette planète. Donc, on a construit ce schéma-là où je pense que FlexTech a eu de l'influence. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi j'avais écrit un papier et ça a été adopté par le groupe de travail après, où on définissait le HSI, je parle de l'extérieur, par 3 disciplines un peu plus fondamentales: l'ingénierie système, l'ergonomie des facteurs humains et l'informatique. Bon, je ne vais pas revenir dans les détails là, sur ça. Et puis il y a un 4e larron, moi je viens du sud-ouest, j'y reviendrai dessus tout à l'heure. D'ailleurs, mon accent n'est pas parti, donc même au lavage, c'est bon. Trois mousquetaires étaient 4. Et le 4e, ben, c'est le domaine opérationnel, hein, c'est la médecine, c'est pas la même chose que le combat aérien. Mais on a des choses en commun de point de vue systémique. Voilà. Et donc là, on a besoin de l'expertise, de l'expérience de gens pour faire des scénarios, pour avoir un personnel de test, pilote d'essai par exemple pour l'aéronautique, hein, c'est clair. Et alors si je vais un peu plus dans le centre de la définition du HSI, je vais avoir un certain nombre de perspectives à respecter, comme la compétence, professionnalisme, la sécurité, safety, la durabilité, etc. Bon, je ne vais pas passer tout ça. Si ça vous intéresse, nous avons écrit deux textes, l'un qui fait 4 pages, dans le SI Handbook, le System Engineering Handbook de INCOSI, qui est paru l'année dernière. Il paraît une fois tous les 10 ans, je crois, et donc c'est le nouveau, donc qui donne, enfin, le System Engineering Handbook, le bouquin qui est utilisé par les formateurs qui certifient les ingénieurs dans les entreprises certifiés INCOSI. Donc ça y est, c'est fait. Et puis nous avons fait, comme on nous avait demandé 4 pages et qu'on en a écrit 60, on a fait ce qu'on appelle un primer. Et donc le volume 1 est sorti l'année dernière aussi. Et on travaille sur 4 autres volumes là, qui devraient sortir, on verra, quand on sera prêt. Donc voilà. Alors donc ces perspectives sont détaillées dans ces textes-là.
Et donc, quand on va un peu plus au centre, on s'aperçoit qu'il y a un triptyque qui est la technologie, l'organisation et les gens, les personnes. TOP, ça a été choisi parce que ça fait top modèle, c'est pas mal, on s'en souvient. Et donc, le top modèle, en fait, est très important. On ne peut pas concevoir une technologie sans penser aux gens qui vont l'utiliser et à la façon dont les gens vont s'organiser autour, c'est clair. Et puis tout ça dans un environnement donné. Donc, voilà, ça, c'est le schéma vraiment directeur de ce qu'on fait dans le HSI actuellement. Donc ça, c'est le site web. On a un site web de la chaire FlexTech. Alors, je vais essayer. J'espère que c'est bon. Voilà. On a travaillé donc avec Total Energy sur la télérobotique. Total Energy, enfin, qui s'appelait Total à l'époque, avait décidé de supprimer le personnel à bord des puits de forage en mer, notamment, enfin, bon, quand il y a des grosses tempêtes, c'est très très dangereux, c'est des dangers de mort. Et donc ils ont décidé de remplacer les gens par des robots mobiles. Et donc l'idée c'était comment on fait pour gérer une flotte de robots mobiles à distance. Et donc c'était ça le problème posé. Et donc on s'est posé la question, donc comment passer d'une simulation finalement logicielle, multi-agent, à quelque chose de tangible, là au sens physique du terme, hein, mais pas uniquement physique. J'y viens sur la tangibilité. En fait, la tangibilité, elle a deux aspects. Le premier, c'est la tangibilité physique. Je tiens mes lunettes, je les saisis. Et puis, si j'essaie de vous convaincre, j'espère que c'est le cas, vous me dites, ah ben oui, c'est tangible, ça veut dire j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai saisi le concept. D'ailleurs, on dit souvent j'ai saisi. J'ai saisi ce que tu dis. Donc, l'idée, c'est l'articulation de la tangibilité physique et la tangibilité figurative. Alors là, on est en plein dans les sciences cognitives. Et donc, l'idée, c'est comment on fait pour passer vers quelque chose de plus tangible au fur et à mesure. C'est ça. Alors, donc, on a travaillé avec Total. On a travaillé également avec Total, mais sur d'autres projets. Je vais passer. Nous avons travaillé avec Safran sur la maintenance à distance de moteurs d'hélicoptères. Et donc là, il s'agissait, en fait, chaque fois, c'était des thèses. Hein. Et c'est toujours des thèses d'ailleurs. Enfin, en tout cas, là, les premiers, là, c'est des thèses qui sont soit terminées, soit en cours de terminaison. La maintenance à distance Safran est le premier producteur mondial de moteurs d'hélicoptères. Ils en maintiennent à peu près 80% de leur parc. Donc ça veut dire que tous les jours, ils ont des problèmes qui leur reviennent parce que les gens, ils ont ensablé un moteur dans le Sahara ou bien ils ont rempli le moteur de neige poudreuse dans le nord du Canada, etc. Et donc se déplacer, aller sur place coûte cher. Et donc l'idée, c'est de résoudre des problèmes à distance. Et alors pour ça, l'idée, c'est de travailler sur des jumeaux numériques du moteur pour regarder ce que disent les gens et essayer de comprendre, d'avoir une tangibilité de ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc voilà, donc ça c'est un autre sujet. On travaille actuellement, ça c'est avec CS Group et l'armée de l'air. On travaille, donc c'est la thèse là on est dans récent, la thèse d'Alexandre Didier. L'idée est de remplacer une tour de contrôle, vous voyez, les tours de contrôle d'aviation, par une tour de contrôle virtuelle, c'est-à-dire alors pour l'armée de l'air, c'est dans un camion. On peut transporter la tour de contrôle où on veut. La question, c'est de savoir où on va placer les capteurs, comment on va faire la fusion de données et comment on va la restituer sous forme de 3D, 2D, etc. Quoi. Donc, ça, c'est la deuxième, un autre sujet. On a travaillé sur le Human Machine Teaming, c'est un PEA de la DGA, de l'Action Générale de l'Armement. On a travaillé avec l'armée de l'air et puis aussi avec une société qui a été créée par des anciens pilotes de chasse pour mieux comprendre la relation entre le pilote de chasse et un assistant virtuel qui va lui donner des options pour la prise de décision. Donc on a travaillé avec des simulations humaines à la boucle. On avait un simulateur de F-14 sur lequel on a mis l'assistant virtuel.
qu'on a amélioré au fur et à mesure en fonction des observations que l'on faisait. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Un autre projet que nous avons lancé, c'est le projet Innomed. C'est des sujets que je donne tous les ans aux élèves ingénieurs de 3e année et master, que ce soit à l'Estia ou à Centrale Supélec, pour donc concrétiser tout ce qu'on apprend de façon un peu plus fondamentale. Donc, ils se font les dents sur ces genres de choses. Bon. Pour Innomed, quand je fais le compte des étudiants qui sont passés dessus en à peu près 2 mois, depuis 4 ans, il y en a eu 128. Pas mal. Donc, on a une pile de données, mais vraiment très intéressante. Et on commence aujourd'hui on approche en fait les instances gouvernementales pour essayer de regarder comment replacer le médecin généraliste au centre du système de santé, tout un programme. Voilà. Bon, ensuite, on a un autre sujet d'application du HSI qui tourne vers le Model-Based Human System Integration. Et c'est quelque chose qui est fait avec la SNCF. C'est la thèse de Youngson qui est ici. Et donc, nous travaillons en fait sur des scénarios. Et en particulier, nous avons développé pendant ces 5 ans une méthode qui s'appelle PRODEC, qui est une méthode de conception à base de scénarios, Scenario-Based Design, et qui demande justement une méthodologie pour faire justement les bons scénarios et pour les mettre en œuvre et regarder en les mettant en œuvre quelles sont les fonctions émergentes, on y reviendra sur l'émergence, du système complexe sur lequel on travaille. Voilà. Alors ensuite, bon, sur le combat aérien, on a beaucoup travaillé, j'y reviendrai plus tard. Donc on travaille avec le centre de Kourou, centre de lancement de fusées en Guyane. Et donc il y a 2 étudiants en thèse qui travaillent sur le training des opérateurs là-bas et également sur la reconception de la salle de lancement. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée finalement sur les sujets sur lesquels nous avons travaillé. Alors, d'un point de vue de l'éducation, voilà, on a considéré que le HSI, c'était une discipline de base que les ingénieurs devaient acquérir, un peu comme les mathématiques en fait. C'est très ambitieux, mais c'est très important. Alors, ce n'est pas d'ergonomie de base ou des facteurs humains tels que les psychologues ou les physiologistes peuvent les étudier, c'est à portée des ingénieurs. On essaie de se mettre à la portée des ingénieurs et donc de faire des cours mais en collaboration avec des psychologues du travail, il y en a d'ailleurs dans la salle, avec des ergonomes, avec des spécialistes de sciences cognitives, des spécialistes des sciences sociales, etc. Donc voilà, alors les cours ont eu lieu donc à l'Estia. En général, c'est de mi-février à fin mars, quelque chose comme ça, avec l'examen mi-avril, donc ça fait à peu près 2 mois pour les mini-projets. À l'Estia, c'est début janvier en général. Nous avons fait également dans une option à l'ISAE Supaéro. C'est en 3e année, 3e année master. l'ISAE Supaéro, c'est 2e année. Et on fait également dans le cadre d'un master, alors je me trompe chaque fois sur le libellé, c'est Engineering Management ou Transform, je ne sais plus, la transformation de l'entreprise avec le SCP, l'École supérieure de commerce de Paris, et Centrale Supélec. Donc il y a eu deux sessions déjà, et il y en a une 3e qui se prépare. Voilà. Donc c'est chaque fois une 30 heures pour ça. L'Estia, c'est 45 heures, je crois, quand on compte tout, et à peu près pareil quand on compte les projets à côté central. L'année dernière, j'ai eu le privilège d'être invité par l'université de Cranfield en Angleterre. Cranfield, c'est un peu comme Supaéro en France, pour faire le cours également, une 30aine d'heures, donc à Cranfield. Alors, bon, voilà, donc c'est en gros moitié-moitié fondamental et très pratique avec des mini-projets. Voilà.
Du point de vue des publications, je ne vais pas vous en parler en détail, je vais simplement vous montrer le nombre en 5 ans. Voilà. On a publié un peu, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons publié également dans des journaux avec des impact facteurs assez élevés, quoi. Ça varie en gros autour de 2, mais on a un article sur une revue à 11,4, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, on est en train de paver le chemin du HSI. Alors, les publications, ça va de publications scientifiques, au sens classique du terme, vers des handbooks également, mais j'y reviendrai. On a donc une communauté. Alors, dans la communauté, donc, on a des webinaires en français. On a fait plusieurs webinaires. Alors, Incosi nous a ouvert les portes pour faire des webinaires au niveau mondial. On a fait un webinaire pendant les 3 dernières années avec Eurocontrol. Eurocontrol, c'est le contrôle aérien européen. Il y en a eu 5. Je pense qu'on a touché à peu près 1200 personnes. Et puis, je suis en train de faire un webinaire en 5 parties, 5 webinaires en fait avec la FAA qui a vu que les Européens faisaient ça, donc ils ont demandé à avoir. Donc la FAA, c'est la Federal Aviation Administration aux États-Unis. Donc on repart, je ne sais pas combien de gens qui ont regardé les 2 premiers, mais on évolue. Donc alors, les webinaires de Incosi et d'Eurocontrol sont en ligne. Vous pouvez les regarder si vous voulez, c'est chaque fois 1 heure. Alors, on met toujours les événements qui se passent. Donc, vous pouvez voir ce qui est à venir ici. Voilà. Ce qui s'est passé. Bon, ouais, il y a un certain nombre, vous pouvez aller voir. Et en général, quand c'est orange, c'est cliquable et vous avez les slides, vous avez les choses les événements, quoi. Les gens, il y a un certain nombre de personnes qui ont contribué. Merci à tout le monde, parce que tout le monde a vraiment participé à cette chaire. Des gens plus remote, mais Ludovic est dans la salle. Merci Ludovic. Je ne sais pas si Bertrand est à distance, mais aussi, et donc voilà. Donc, on a les PhD students de FlexTech. Alors, il n'y en a qu'un qui a gradué pour l'instant, c'est Stélian, qu'on n'a pas su garder, malheureusement. Il est à l'université de New York, Long Island, et il se débrouille très très bien. Je reprends mon exposé là. On est passé d'une ingénierie technocentrée, une industrie mécanique essentiellement. Si je prends l'aéronautique par exemple, le but c'était de construire un avion. Et puis on s'est rendu compte, parfois trop tard, qu'il y avait des gens, alors là j'ai mis un pilote, mais il n'y a pas que des pilotes dans l'aéronautique, il y a bien d'autres personnels. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une interface entre les deux. Et donc cette approche, en fait, a généré un certain nombre de disciplines, les sciences de l'ingénieur, l'ergonomie, l'interaction de machines, l'automatisation. Ça, c'était le XXe siècle pour moi. Et donc, on est allé du matériel vers le logiciel, à tel point que je rencontre souvent, moi quand j'étais étudiant en super-héros, j'avais une 2 chevaux et j'étais capable de nettoyer le carburateur. Je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, il fallait bien que je me débrouille pour qu'elle roule. C'est la seule voiture entre nous qui est démontable avec une clé de 12. Mais il faut savoir la remonter après quand même. Donc, voilà. Et puis on arrive aujourd'hui avec une panne. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez le concessionnaire, il arrive avec une tablette, une prise USB qu'il met sous le volant, et il vous dit quoi? Combien ça coûte? Donc tout est intégré. Et parfois, il oublie de vous dire ce que c'est, quoi. Et donc, moi j'ai demandé, il dit, ah bon, vous voulez savoir? Il lit la 2e ligne, il s'en fiche d'ailleurs. Il me dit, mais j'ai déjà envoyé un mail à l'atelier qui prépare, dans le meilleur des cas d'ailleurs, les pièces, etc. Donc on est allé du hardware au software. Et en fait, c'est ça la généralisation. On a pris une approche qu'on peut qualifier de inside out, c'est-à-dire qu'on conçoit la technologie et on va vers l'extérieur de la technologie, vers les gens qui l'utilisent.
et on essaie de comprendre comment on s'en sert après. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on fait exactement l'inverse depuis le début du XXIe siècle. C'est-à-dire que depuis le début du XXIe siècle, eh bien, on a une approche outside-in. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on se propose une certaine motivation de construire quelque chose. On va faire un modèle, un PowerPoint d'abord, pour être convaincre pour avoir de l'argent, un modèle, des simulations, un jeu vidéo, des essais en vol virtuels, et puis là, on commence à bosser on tangibilise, quoi. Hein, c'est ça le truc. Ben ça, c'est pas si évident que ça. C'est pas la même chose que ce qu'on faisait avant. Parce qu'en fait, la tangibilité, il faut savoir la mesurer, et ça, c'est pas si évident. Donc le HSI s'attaque à ce genre de problème. Et là, on passe du logiciel vers le matériel. On imprime 3D, si vous voulez, tout ce qui est matériel. Mais tout a démarré sur un ordinateur. On n'a pas commencé par faire des pièces, les souder, les visser, etc., comme on faisait avant. Là, alors je ne dis pas qu'on ne fait pas encore des choses comme ça, mais la tendance aujourd'hui s'est inversée. Donc, il est extrêmement important de comprendre les tenants et les aboutissants de ce que nous sommes en train de faire. C'est le rôle du HSI. Donc, la question, c'est la meaning, la signification de ce qu'on est en train de faire, et la tangibilité. Je dirais la tangibilité figurative ou cognitive, c'est la même chose que meaning. Alors, ça c'est un exemple pour du côté Total. En fait, on avait commencé par faire des simulations, et puis on est allé, Total a équipé le centre de Lac. Lac, c'est une ville, petit village, à côté de Pau, dans les Pyrénées, où il y avait Elf Aquitaine, que Total a racheté. Et donc il y a un parc de 3,5 hectares sur lesquels ils ont recréé des installations pétrolières, et pas opérationnelles, hein, c'est pour faire de la recherche. Et donc où on fait rouler les robots entre les bidons, pour simuler. Et donc on tangibilise finalement, petit à petit, ce qu'on est en train de concevoir. Voilà. Et pour ça, on a développé la méthode PRODEC. Je n'aurai pas trop l'occasion de vous en parler en détail, mais on y reviendra. Alors la tangibilité, ça fait un moment que moi j'étudie ce genre de problème. En 2016, j'avais sorti ce bouquin, la Tangible Interactive Systems, et où on avait donné 5 attributs de la tangibilité: la complexité, la maturité, la flexibilité, la stabilité et la résilience et la durabilité. Alors donc pour ça, on a essayé d'établir des index de mesure. Et puis un certain nombre de facteurs sociotechniques comme la conscience de la situation partagée, prise de décision coopérative, etc. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose d'important, ça a été dit tout à l'heure, le problème de l'inattendu. En général, quand on contrôle un système complexe, que ce soit un avion, une centrale nucléaire ou quelque chose comme ça, on utilise des procédures opérationnelles. Il faut suivre des guides. Et donc, on automatise les gens en faisant ça. Les gens, ils sont obligés de suivre des recettes de cuisine. Et quand on met ces procédures dans la machine, on automatise. On fait des automates. Et tout ça, c'est dans un espace rigide. C'est-à-dire que c'est pour des situations attendues. C'est-à-dire tout ce qu'on a automatisé, à la fois du côté humain par des procédures ou du côté machine avec l'automatisation, eh bien, dès qu'on sort de ce domaine de définition des automates, de l'automatisation, on commence à avoir des problèmes. On ne peut plus utiliser les procédures et les automates. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait devant des situations inattendues? Il faut qu'on résolve des problèmes en temps réel, sur le champ. Et pour ça, il y a un certain nombre de personnes qui sont capables de faire ça, parce qu'ils ont de la connaissance, parce qu'ils sont capables de réagir. Vous voyez, par exemple, Fukushima, le Covid, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Hein. Il faut beaucoup de compétences. Parfois, on les a pas, ces compétences, mais
Donc la question, et on a besoin de flexibilité, on a besoin d'essayer, et parfois on se trompe, il faut recommencer, etc. Et cette flexibilité a induit cette notion de FlexTech, c'est-à-dire quelles sont les technologies, les organisations et les compétences, il y a les trois, technologie, organisation et compétences, qu'il va falloir développer pour gérer des situations inattendues. Voilà, c'est ça l'idée. Une des plus simples que je connaisse, quand vous écrivez un texte avec un ordinateur, si vous n'avez pas de undo, ben, je vous garantis que c'est rigide. Avec le undo, ça devient un peu plus flexible. Il ne vaut mieux pas faire trop de fautes d'orthographe, bien sûr. Mais... Alors, c'est ennuyant parfois d'avoir des correcteurs d'orthographe qui sont rigides. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, quoi. Si vous avez... Moi, j'ai un ordinateur qui est câblé américain. Donc, quand j'écris en français, alors là, c'est terrible, quoi. J'éteins le correcteur, quoi, parce que ça m'empêche d'écrire, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Et alors, l'idée, c'est que tout ça, c'est un problème d'allocation de fonctions, à la fois du côté rigide et du côté flexible. Et le côté rigide est toujours bon, hein, parce que on a sauvé beaucoup de systèmes complexes avec des procédures et des automates. Hein. Mais il faut rester dans le domaine de fonctionnement moyen. Donc l'idée, c'est comment passer de cette automatisation rigide qu'on a fait jusqu'à maintenant à une autonomie flexible. Hein, j'ai mis tous les mots-clés là. Hein, c'est une autonomie flexible dans le futur, quoi. C'est ça l'idée. D'accord? Alors, et tout ça dans un environnement multi-agent, parce que jusqu'à maintenant, on a fait du mono-agent, qu'on a essayé, on a dit, oh, mais on le fait pour une, et puis on verra, après, on va multiplier, ça va scale up, quoi. Ça va marcher. Ben non, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il faut regarder les interactions entre tous les éléments, quoi, et tous les agents. Et donc, en fait, on est passé de la gestion du compliqué, et il y a une différence entre compliqué et complexe. Le compliqué, on peut toujours le simplifier. C'est presque une définition que je donne là. On peut la discuter, bien sûr. On le rend plus rationnel. C'est ce que j'ai appris, moi, quand j'ai fait des études d'ingénieur. On m'a dit, un bon ingénieur doit savoir simplifier les choses pour pouvoir les résoudre. Bon, ok, d'accord. Et que ce soit utilisable. D'accord. Ça, c'est là. Alors que le côté complexe, ben, on ne peut pas simplifier un système complexe. Un être humain ne pouvait pas le simplifier. Hein. On ne peut pas couper un bras, une jambe, ça. Non, on a besoin de tout quand même. Et puis tout ça est interconnecté. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est devenir familier avec le système complexe. Pour devenir médecin, il faut 8 ans. Ça veut dire que la familiarité là, avec le système complexe, c'est une question de maturité. Et puis il faut le comprendre. Et puis il faut que tout ce que je vais essayer de comprendre soit utile. Sinon, je ne m'y intéresse pas. Alors, ici, dans le cas de la simplification, et là, j'adresse un problème philosophique extrêmement important pour les sciences de l'ingénieur, on a fait beaucoup d'optimisation. Moi, quand j'étais élève, j'avais des cours d'optimisation. Mais en fait, tout ça est réductionniste, c'est-à-dire que je simplifie, donc je réduis le monde réel, en fait. Alors que du côté de la complexité, ben, le problème, c'est la maturité. Comment je fais pour être le plus familier possible avec le système? En temps minimum. Ah, la question est ardue, là. Et donc, pour ça, en fait, on s'est aperçu que c'est pour ça que, comme on a dit, ah oui, mais la maturité, on sait ce que c'est les TRL, Technologie Readiness Level, pas de problème. Ah bah non, ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas parce que ça, c'est la technologie, c'est une maturité technologique. Hein, je sais que je me souviens de Nokia à l'époque, on avait travaillé avec eux, ils faisaient tomber les téléphones de 1 mètre 10 fois et de 2 mètres 5 fois, je ne sais pas quoi. Et ils faisaient des critères comme ça, quand c'est resté incassable, c'était bon. Bon, cette maturité technologique, en fait, ben, il faut l'augmenter d'une maturité des pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que font les gens quand ils utilisent la nouvelle technologie. C'est les HRL. Alors, l'échelle des TRL, c'est l'échelle de la NASA, qui est là depuis très longtemps. L'échelle HRL, c'est celle de l'US Air Force, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, il y a une troisième échelle qu'on propose aussi, c'est l'échelle de la maturité organisationnelle ou sociétale. Quand une société n'est pas prête à utiliser quelque chose, je vous garantis qu'elle a beau être super bien, la technologie, elle ne passera pas. Là, je me souviens, au début des années 90,
Apple avait sorti une tablette qui s'appelle Newton. Et j'avais été bêta-testeur de ça, et je me suis dit, ça y est, c'est bon, ça c'est super, quoi. Eh bien, l'année d'après, ça n'existait plus, parce que la société ne l'a pas prise. Il a fallu attendre 15 ans pour avoir l'iPad. Donc ça, Steve Jobs l'avait extrêmement bien compris, et il a fait toute une méthodologie pour aller vers l'iPad, en fait. Bon, donc, alors cette échelle-là, ben, ça vient de FlexTech. Voilà. Alors, pour résumer tout ça, si je trace l'ingénierie basée sur la technologie de cette façon-là, c'est-à-dire que j'ai un abscisse là, le cycle de vie d'un produit, d'un système, conception, manufacturing, certification, opération support et démantèlement, on oublie parfois. En général, un fabricant, si je prends Airbus par exemple, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec des fournisseurs, Thales, Honeywell, Rockwell Collins. Bah, ces gens-là, ils ont des produits sur étagère, donc on dit, ah, bah, eux, c'est pas trop mal, on va acheter ça, on va équiper l'avion avec ça. Et donc, on se précipite souvent trop tôt dans le commitment, dans j'ai plus le mot en français, mais enfin, on choisit trop tôt par les ressources, quoi. Et donc, forcément, à un moment donné, ben, on a tout choisi, on a tout acheté, on n'a plus d'argent, quoi. On va vers une acceptance. La flexibilité en conception, ben, elle suit une courbe inverse, c'est-à-dire que plus on a fixé des choses, et moins c'est flexible. Et puis ensuite, on apprend sur le système qu'on est en train de développer à mesure qu'on l'utilise. C'est la courbe verte. Plus on utilise le système, et plus on comprend comment ça marche. C'est pareil, bon sens, ça. Bon, et ben voilà. Alors, si je prends une approche centrée sur l'humain, Human-Centered Design, et que je fais de la modélisation et de la simulation humaine dans la boucle, au début, ben, je m'aperçois que je déplace la courbe verte vers la gauche. C'est-à-dire que j'apprends de l'utilisation en faisant le modèle, la simulation, et ensuite l'utilisation du jumeau numérique. Vous voyez ? Alors bien sûr, c'est à la tangibilité près, parce que ce n'est pas complètement réel, hein, c'est virtuel. Mais c'est justement pour ça qu'il faut travailler sur les questions de tangibilité. La courbe de flexibilité, ben, sa concavité s'inverse, parce qu'en fait, dans le monde virtuel, je peux faire ce que je veux quasiment. Même j'ai trop d'options, quoi. Et puis après, ça tombe parce que je fais des choix. Et pour les ressources, ben c'est pareil, c'est l'inverse. Je n'ai pas besoin de faire des choix trop tôt pour acheter des choses, et donc ça va monter progressivement. Donc les deux concepts extrêmement importants ici, c'est la notion d'émergence, c'est-à-dire regarder quels sont les phénomènes émergents à mesure que je construis mon prototype virtuel qui devient de plus en plus tangible. Et donc la tangibilité, effectivement, ça c'est très important. Alors ça c'est juste un exemple d'un projet que nous avons mené, j'ai déjà parlé, sur la maintenance à distance des moteurs d'hélicoptère avec des jumeaux numériques. Eh bien, si je reviens à mon schéma initial, en fait, ce qu'on a fait, c'est que la modélisation simulation, plutôt que de la faire uniquement au début, je vais la faire pendant tout le cycle de vie d'un produit. Et je vais avoir ce jumeau numérique pour tester des what if, de sorte que ça va devenir une documentation vivante pour ce cas de Safran, là, des moteurs d'hélicoptères. Et puis je peux incrémentalement, pas à pas, injecter le retour d'expérience. Et donc j'améliore mon modèle du jumeau numérique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le jumeau numérique est devenu une documentation active et une mémoire organisationnelle. Si je pousse le bouchon un peu plus loin, je peux dire, petit à petit, je vais tangibiliser au sens cognitif du terme, là, maintenant, mon jumeau numérique, et donc je peux dire, je pourrais m'en servir comme un assistant virtuel, lui poser la question, qu'est-ce que je dois faire là?
Si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir? Des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc les assistants virtuels, on peut les construire au fur et à mesure qu'on fait la conception. Voilà. Alors, un peu plus, là il y a 220 pages, si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce qui est fondamental là? Eh bien, c'est la notion de système. Ben, quand j'étais à l'école, j'ai appris qu'un système, c'était une entité qui a une entrée donnée une sortie. Y est f de x, pour les matheux. Et ben, aujourd'hui, je vais dire un système, je vais le considérer comme une représentation. Quand un médecin vous parle du système cardiovasculaire, je vous garantis, ce n'est pas une machine, c'est un organe. C'est un organe biologique. Donc, ce n'est pas une machine. Donc, en fait, un système peut être un humain ou une entité naturelle. On va représenter systémiquement quelque chose, que ce soit naturel ou artificiel, humain ou machine. Et en plus de ça, c'est-à-dire que je vais avoir la notion de système. Un système humain peut inclure un système machine. Pacemaker, par exemple. Je ne souhaite pas, mais... ou alors un système machine, une automobile va inclure un système humain, un conducteur, par exemple, un passager. La notion de système, de manière générale, on va dire qu'un système va être décrit par une structure et une fonction. Le cœur, avec la fonction de pomper le sang, par exemple. Mais ça peut être des fonctions cognitives ou des fonctions physiques. De la même façon pour les structures. Donc ça, c'est le début d'une ontologie, si vous voulez, d'un système sociotechnique, en d'autres termes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la notion de système, plutôt que de la voir sous forme de système isolé, dans le passé, monoagent, il va falloir la voir sous la forme d'un système interconnecté, système de système. Un système est toujours dans un système plus grand, et un système inclut des systèmes qui vont se débrouiller à l'intérieur. Donc la question, comme j'ai dit qu'un système, c'était constitué d'une structure et d'une fonction. Ah oui, le refrain, c'est ça. Le système est une représentation. Désolé, j'ai oublié le refrain. Alors, j'ai dit un système, c'est des structures, une structure et une fonction, ou un système de système, des structures de structure et des fonctions de fonction. La question vraiment très importante, c'est comment on associe les fonctions sur les structures. Ça s'appelle function allocation, attribution de fonction en français. Ça, c'est un problème à part entière. D'autant qu'en fait, on va faire des attributions a priori, et puis ensuite, il y aura des attributions en fonction des événements qui arrivent, qu'ils soient attendus ou inattendus, mais c'est ça. Et alors, il y a des fonctions supplémentaires qui vont apparaître à mesure que j'utilise le système, des fonctions dites émergentes, c'est-à-dire que c'est des fonctions que je n'avais pas imaginées au début et qui vont devenir importantes. Parce que il faut que je fasse le contour de quelque chose, parce que sinon je ne vais pas y arriver si je prends la ligne droite comme c'était fixé au début. Et puis, il y a autre chose, c'est que on a oublié de mettre une structure, par exemple. On s'aperçoit que là, il faut la mettre parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, il va falloir définir une ontologie qui permette, c'est pour ça que là, il y a un problème d'épistémologie du HSI, et donc, il va falloir définir un certain nombre de concepts et de termes pour pouvoir parler de tout ça, quoi. C'est pour ça qu'on a fait. Alors ça, j'ai écrit un article, c'était l'année dernière, été publié l'année dernière, dans Technology and Society, qui s'appelle An Epistemological Approach of HSI. C'est celui-là qui a eu 11.4. Donc je vous conseille, c'est dans le monde entier maintenant. Et donc, comment on fait pour allouer des fonctions? On le fait en fonction d'un certain nombre de critères et de principes. Et ces critères et ces principes, c'est par exemple conscience de la situation partagée, précision, vitesse, etc., résilience. Ça, c'était tout le problème qu'on s'est posé et qui n'est pas complètement résolu, loin de là, du système de combat aérien, le SCAF, c'est un combat aérien futur, donc qui est posé. Comment, avec les technologies de l'information aujourd'hui, on restructure le système aérien de combat, par exemple. Mais c'est vrai pour le trafic aérien civil, hein, c'est vrai pour tout système complexe, on va dire. Et donc pour ça, on a défini aussi, et ça c'est important dans la boîte à outils
systémiques, là, c'est ces modèles d'interaction systémique qui vont de la supervision, en passant par la médiation et la coopération. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là aussi, il y a des pages décrites là-dessus. Et comment on les utilise. En tout cas, on va de la supervision vers la coopération, vers plus d'autonomie et vers plus de connaissances à mettre en œuvre, quoi. Donc, et chaque fois qu'on chute sur... Bien sûr, la coopération, c'est ce que font les gens, en général. On coopère parce qu'on essaie de comprendre. Le modèle de coopération, c'est chaque entité, là, chaque système a une connaissance de l'environnement dans lequel il se trouve. Pour la médiation, c'est le problème, par exemple, de l'interface homme-machine actuelle avec les desktops, ou bien, par exemple, les interactions entre deux pays avec des diplomates qui traduisent de l'un vers l'autre. Et puis ensuite, la supervision, ben, vous avez un chef, quoi. D'ailleurs, vous avez quelqu'un qui vous dit, moi je me souviens au début de l'informatique, mais je commençais à les années 70, on ne comprenait pas des commandes, il fallait savoir que delete c'était backslash étoile D, je ne me souviens plus. On allait voir l'ingénieur système qui rigolait, qui disait ben oui c'est ça. Il rigolait avant qu'on arrive d'ailleurs. Alors donc c'était aujourd'hui ben, on clique sur delete. On est dans le cas médiation. Voilà, alors je passe. Donc il est important d'aller vers une ontologie du HSI qui va être une sorte de Model-Based Human Systems Integration. Alors je vais passer très rapidement. Cette ontologie, on est en train de la développer là. Elle est basée sur la description de système, structure, fonction, avec rôle, contexte, ressources, qui est en fait système. C'est là d'ailleurs qu'on voit la notion de système de système. Hein, c'est au cœur de la représentation, le système de système. On est obligé de passer par là. Chaque système, bien sûr, peut être physique ou cognitif et peut être humain ou machine. Donc tout ça est bien. Et puis alors, ça, c'est la vision téléologique. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail là. Mais il y a une notion logique qui est un système transforme des tâches en activités dans un contexte donné. Et en fait, ce qui est le contexte, ça peut être le temps, l'espace, l'histoire, les configurations, la diversité de diverses entités, les exceptions, etc. Et donc, on a mis ça en musique avec la méthode PRODEC. Et là aussi, je vais passer très très vite. C'est ce qu'on a commencé à faire quand on a travaillé avec l'armée de l'air sur le combat aérien. Alors, on a besoin de faire des simulations humaines dans la boucle, comme je vous l'ai dit, pour capter en fait un certain nombre de choses, mais on a besoin de le transcrire ensuite j'allais dire sur papier, non, on transcrire ce nombre de représentations. Et donc, on enregistre un certain nombre de paramètres, et donc ces représentations, voilà ce que ça donne avec les petites boîtes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, c'est là où on s'aperçoit petit à petit, avec de plus en plus d'expertise, où sont les fonctions émergentes. Et donc, je parlais d'émergence, mais il faut faire des modélisations simulations, sinon vous ne le voyez pas. Il faut que le temps intervienne, il faut que les chronologies soient là, que les simultanéités d'événements soient là, etc. Donc, tout ça a été défini. Et donc, en fait, pour résumer, pendant longtemps, on s'est intéressé à l'architecture système en ingénierie système. Mais on a très très peu travaillé sur l'architecture contextuelle, c'est-à-dire en fait, comment on utilise tout ça, les usages si vous voulez. Et donc quand on parle d'usage, on parle de contexte, d'environnement, d'organisation, etc. Et donc en fait, il faut avoir les deux. Et il faut itérer sur les deux. Alors la première, on appelle ça des configurations déclaratives. Et en général, on commençait par ça dans le passé. Et ensuite, on mettait en utilisation et on essayait de comprendre comment on l'utilise. Aujourd'hui, avec PRODEC, il faut que j'introduise PRODEC, on fait des scénarios procéduraux, c'est au départ, qui sont donnés par les gens des opérations. Et puis, on commence à construire incrémentalement les configurations déclaratives. Et c'est de là que vient PRODEC. Si vous voulez, on passe de DEC Pro à PRODEC. Donc voilà, donc c'est ça le cœur de notre approche, mais j'ai très peu de temps. Et donc je vais. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait pendant les derniers 5 ans? On a travaillé avec l'industrie, on a fait du bottom-up finalement, avec quand même pas mal d'idées top-down, mais on a fait du bottom-up parce qu'on a fait remonter un certain nombre de considérations théoriques, si vous voulez, à partir de l'observation sur le terrain.
Total Energy, CS Group, Thales, DGA, Safran, SNCF, CNES, Ingenuity. C'est pas mal quand même. On a étendu notre réseau académique, Isaïe Super Héros. ENSC, c'est l'École nationale supérieure de cognitive que j'ai eu l'honneur de créer, de co-créer en 2004. L'ESCP et maintenant l'IRIT, l'Institut de recherche informatique de Toulouse. On a développé un cadre conceptuel pour le HSI et une anthologie qui est loin d'être terminée, et c'est déjà un début. On a développé la méthode PRODEC qui est en train d'être mécanisée. Ingenuity est en train de faire un cadre informatique, une plateforme pour la mettre en œuvre, la méthode. On a développé et enseigné un cours HSI, Centrale Supélec, Estia, Isaïe Super Héros et LCP, je l'ai déjà dit. On a fait des webinaires, Incosi Eurocontrol FRA. On a publié les articles, je vous ai montré la liste, et vous pouvez aller la voir sur le site web. Vous pouvez même télécharger les articles, pour la plupart. Et si vous ne pouvez pas télécharger, vous m'envoyez un mail, je vous l'envoie. On a organisé des événements internationaux. On a commencé par organiser la conférence Incosi HSI 2019 à Biarritz. C'est important ça quand même, parce que maintenant elle est organisée tous les 3 ans en liaison avec l'IEA. On était avec Dimitri justement à HSI 2024 en Corée. On a fait des workshops et on a organisé en mai l'école de printemps HSI Human AI Teaming. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai appuyé sur le bouton. Mauvais bouton. Bon, ça, c'est la conférence HSI 2024. Donc, on était quand même aux manettes avec d'autres personnes, bien sûr, mais on y était plutôt pas mal. Ça, c'est l'école de printemps Human AI Teaming à Biarritz. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Il y avait vraiment un public de très haut niveau. Ça, c'est les articles majeurs que je vous soumets. Ça aussi, comme vous aurez les slides si vous voulez demander. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez les articles, ils sont tous en open access. 3 bouquins plus le handbook quand même, enfin le primer de HSI Incosi, qui fait 4, je compte bien. Donc voilà. Et puis nous sommes en train je m'occupe actuellement à développer un handbook of Socio-Technical Systems qui sera publié par Taylor & Francis aux États-Unis. Donc voilà. Ok, voilà. Alors, j'ai reçu tous les chapitres. Il y en aura 49. Enfin, si on les garde tous, on verra. Faut être prudent. Donc, voilà, c'est en cours. Alors, c'est pas accessible pour l'instant parce qu'on a mis un mot-clé là pour protéger les gens. Mais c'est... Voilà. Alors, donc... qu'est-ce qu'on propose pour FlexTech 2? Parce qu'on ne va pas s'arrêter là, hein, c'est clair. Donc, on va continuer à travailler avec l'industrie. On est en train de discuter avec CS Group. On est en train de discuter avec la SNCF, même très avancé. SNCF rejoint. Le CNES, Ingenuity. Bon, voilà, pour l'instant. Donc, OK, c'est en cours. On va continuer à développer les formations HSI et notamment on a monté une formation pour Eurocontrol sur le HSI pour le Air Traffic Management qui va commencer au mois de mars pendant 1 an et demi. On va donc développer plus de contenu. Voilà. On va développer bien sûr la méthode PRODEC avec la plateforme Ingenuity et on va continuer à être présent dans les sociétés industrielles et savantes. Bon, je tiens à dire, Dimitri Masson a été élu Vice Chair de HSI, Working Group Incosi, donc voilà, donc ça continue. OK.
On peut rien faire sans enthousiasme. Ça, c'est un truc général pour tout le monde, ça. OK? D'accord. Bon, OK, on y va. Alors, les trois objectifs pour la FlexTech 2, là, ils ont été écrits déjà. Industrie 5.0. On préférait l'appeler Société 5.0, parce qu'en fait, on veut inclure l'humain, parce que quand on regarde le site de la Commission européenne, où c'est 5.0, ils mettent l'humain en avant. Alors pourquoi on ne l'appellerait pas Société 5.0? Donc, on a gardé encore Industrie 5.0 pour ne pas être misanthrope, mais sinon, on le pense fortement. On va voir comment on pourrait faire passer ça. Alors, c'est tout ce que je vous ai raconté là. Okay. Après, il y a le Human AI Teaming. Comment on fait pour essayer de construire des critères, des principes pour évaluer en fait l'interaction, l'intégration entre les humains et les systèmes équipés d'intelligence artificielle, si tant est qu'on comprenne bien ce que c'est que l'intelligence artificielle. Bon, c'est ça aussi. Il y a plusieurs types d'IA, quoi. Voilà. Et puis ensuite, donc, le problème de l'inattendu. Comment on fait du flex-tech, quoi, finalement? C'est-à-dire, qu'est-ce voilà. Donc, on veut continuer dans cette optique-là. Alors, dernier slide. Alors, moi, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à FlexTech parce que tout ce que je viens de vous présenter n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas une coopération de tout le monde. Et j'en vois beaucoup dans la salle qui étaient là, quoi. Et donc, merci. Après 45 ans de travail sur tous ces domaines-là, ça ne s'appelait pas HSI à l'époque, mais j'ai essayé de travailler avec des jeunes, là, et maintenant, c'est votre tour, quoi. Il faut y aller. Et alors, je ne vais pas partir complètement. Hein. J'ai une maison à la campagne, hein, vous êtes bienvenus si vous voulez. Mais c'est. Voilà. Alors, plus particulièrement pendant les 2 prochaines années, je vais continuer à aider dans le domaine de FlexTech 2, hein, c'est ce que j'avais prévu d'ailleurs déjà. Je vais encore donner quelques cours, mais la place est aux jeunes hein, maintenant. Il faut prendre à bras le corps les cours. Hein. Alors par contre, je vais coordonner le handbook là, que je vous ai montré. Là, c'est bien parti. On est en train de le faire. Donc il y aura une base méthodologique et des exemples en fait pour les enseignements. Ah, voilà, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Et vous êtes les bienvenus. Je migre dans le sud-ouest de la France, plus particulièrement la région de Toulouse et des environs, le pays du duc de Montmorency. J'habite dans la maison où il habitait, de Claude Nougaro et d'Antoine Dupont. Non. Vous connaissez le rugby, je suppose. Bon, voilà. Merci. Un petit témoignage plus qu'une question, parce qu'effectivement, ça fait quelques années maintenant qu'on se côtoie, qu'on a vu le démarrage, les prémices, et puis la maturité, l'aboutissement de toutes ces années de travail. Pour moi, je peux témoigner que ça a été vraiment une chance, cette rencontre. Ça a été une ouverture sur ma compréhension du monde industriel, puisque je travaille dans l'industrie hein, maintenant, donc je suis. Il faudrait que tu dises d'où tu viens. Oui, alors c'est vrai que à la base, je suis un ancien militaire, je suis ancien sous-marinier, j'étais chef de quart propulsion sur les sous-marins nucléaires d'attaque avant d'entamer une carrière dans l'ingénierie. Et j'avais pas conscience de toute cette théorie que Guy a mis en œuvre, et par contre, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec l'évolution technologique, en passant de l'analogique au numérique, à la complexité numérique, implémenté dans les divers projets complexes auxquels j'ai participé. Et ça a fait sens. Ça a fait sens, beaucoup de sens. Maintenant, je continue à essayer d'apporter tout ce sens dans des industries qui sont pas innovantes,
mais qui sont en évolution grâce aux innovations. Par exemple, je pense à la pétrochimie. La pétrochimie, ce sont des systèmes qui sont complexes, mais maîtrisés depuis des décennies. En revanche, l'intégration du numérique dans ce type d'industrie est encore un challenge pour eux parce qu'il y a beaucoup de remises en question à faire. Donc, je pense que FlexTech s'inscrit totalement dans cette démarche et peut apporter énormément, même aux industries, entre guillemets, vieillissantes, parce que la pétrochimie, c'est plutôt une industrie qui vieillit. Mais bon, on peut préparer la métamorphose sur des industries plus innovantes, comme les carbone de capture ou la production d'hydrogène, qui sont aussi portées par ces fleurons de l'industrie de la pétrochimie, et pour lequel il y aura des besoins dans le futur. Donc je vous engage les jeunes à pas ignorer tous les secteurs industriels parce que vous aurez de quoi vous éclater dans tous ces secteurs-là. Moi, je vais bien continuer aussi dans les témoignages et les rencontres, notamment ma rencontre avec Guy Boy. Moi, je suis psychologue du travail et spécialiste dans la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et j'ai fait la rencontre de Guy il y a maintenant 10 ans. Et c'était ma première rentrée. En fait, moi, mon objectif, c'était de rentrer dans le monde de l'ingénierie en me disant, voilà, on fait en sorte de travailler chacun de son côté entre les sciences humaines, sociales et le monde de l'ingénierie. Et les ingénieurs conçoivent et les sciences humaines critiquent ce que les ingénieurs conçoivent. Et c'est encore bien vrai aujourd'hui. Et je pense que ce qu'a apporté Guy au niveau international est une vraie avancée qui n'est pas encore bien appliquée dans les milieux d'entreprise et même encore dans les universités, où on reste encore très intradisciplinaire. Moi, je trouve que la chaire a apporté ça aussi au niveau académique, la portée interdisciplinarité de l'approche HSI, où les ingénieurs travaillent avec d'autres spécialités et chacun se nourrit de la spécialité de l'autre et on devient tous plus compétents qu'on ne l'était au départ. Je pense que c'est aussi ça le HSI. Et Guy a donné à voir aussi les vraies problématiques. L'ouverture, moi, c'est ce que m'a inspiré ta conférence. C'est Nadine, je crois, qui disait la première conférence que j'ai entendue de Guy m'a transportée. Moi, ça m'a aidé à comprendre la boîte noire qu'il y avait dans le monde de l'ingénierie pour pouvoir aussi apporter, nous, en tant que sciences humaines et sociales, notre contribution. Donc c'était, tu dis, de l'enthousiasme, mais aussi de la prise de risque. Là, j'en viens à la prise de risque qui a été salvatrice. Et là, j'en viens à notre contribution qu'on a construit tous les deux sur le bouquin qu'on a coordonné sur la prise de risque. Et la conjonction entre le monde de la conception et le monde de la prévention en santé et sécurité. C'est à la fois une rencontre entre les disciplines qui ne travaillent pas encore assez souvent ensemble et les milieux aussi professionnels comme le milieu de la conception et le milieu de la sécurité et santé qui est plus sur l'humain, qui ne travaillent pas aussi assez avec les mondes de la conception technique et technologique. Donc voilà, je trouve que FlexTech a apporté ça, ton travail, ta contribution au niveau national, international, j'espère va continuer à porter ses fruits et ce n'est pas une pierre qui sera mise de côté, mais bien qui permettra d'en monter d'autres à l'édifice. Voilà, merci Guy pour ton énergie, ta force et tu disais l'enthousiasme. Moi, je rajouterais un proverbe africain seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je pense que ça peut vraiment apporter pour le futur, même si on ne voit pas encore bien les fruits. L'application aussi, même s'il y a des projets R&D, tout ça, dans les entreprises, ça reste encore on va dire, parce que tu parles du technocentrisme, mais je pense qu'on a vécu aussi le financier centré. Et là, on voit les dégâts que ça a provoqué. Et je pense que là, on va pouvoir se mettre
à travailler et à pouvoir mettre les mains dans le cambouis pour construire quelque chose qui soit plus humain, centré. Voilà. Je te remercie aussi parce que je suis une façon pour ceux qui sont à distance. Je suis un des jeunes générations que tu as poussé et qui t'a fait de la place. Justement, je voudrais te remercier de m'avoir pris pour encadrer 2 thèmes de chaque FlexTech, de m'avoir poussé, parce que maintenant, du coup, je suis coacher avec. T'as plus le choix. Merci d'avoir été un sponsor, un mentor sur ces questions-là. Je pense que moi, j'ai vraiment trouvé mon domaine de recherche en suivant le HFC. Je viens de l'IHM. Je sentais qu'il fallait faire plus que juste une personne derrière un ordinateur. Et je suis vraiment convaincu par ce qu'on a fait jusque-là dans le HSI. Je suis vraiment convaincu qu'il faut continuer de travailler là-dedans. Donc, merci. Stéphane Elena Jean, mon français n'est pas au niveau professionnel, toujours. Alors, je m'appelle André Jou, je travaille pour Dassault Systèmes. And I joined this team in 2012 in Florida, Florida Institute of Technology. Right now, I work as a business consultant, building meta models for enterprises. So it's something I never thought that I could actually do full time, but it's very interesting work. And I have to say that seeing the 5 years Guy presented really reminds me the 5 years or 6 years we worked together in Florida, because in 5 years he established the institute, which actually became a school with master's and PhD programs. So I'm not surprised, but at the same time I'm quite impressed still that you still have the energy, and I think from American perspective you will be perceived as Renaissance man that really has the drive and the energy and the kind of core innovator and inventor in the strategic world. So we constantly return to your theories. There is so much work done that has not been touched by industry yet. So I would encourage you not to create more, but to build a bigger base that helps us to implement it actually. And in terms of research, for me, you were always a role model for a researcher that has the motivation, energy, strategy, and knowing how to do actually the business behind the things, behind the research, right? So to fund it. And one testimony is also that the institute in Florida had a lot of funding. We had a lot of funding from NASA. We had a lot of funding from FAA, Federal Aviation Administration. And it was thanks to these network or skills to communicate, do politics, do business, but also to motivate the students internationally. So we had international audience there. And I still stay in touch with Guy. I support his courses. I'm very glad to see our students here as well on the digital transformation program. And I hope I can stay in touch even further. And I think you should establish another chair or do something bigger, because it doesn't seem like you want to stop. Congratulations. Alors, je salue ma CM, qu'on pouvait juste rajouter un petit mot. Donc, j'ai connu il y a 2 ans. Je pense le premier jour ou le deuxième, on est arrivé chez cette groupe grâce à Thomas pour une présentation lors d'un séminaire des experts ATS. Moi, j'ai du domaine de la fusion de données. Donc, quand j'ai vu la présentation de Guy, je me suis rendu compte à quel point les problèmes étaient similaires et ce qu'on essayait de résoudre finalement, raisonner vraiment avec un vocabulaire peut-être un petit peu différent. On parle de source, on parle d'agent, de système. En réalité, il y a un défi de mettre l'humain dans la boucle. Et c'est des problèmes auxquels j'ai été confrontée depuis une vingtaine d'années travaillant sur le sujet. Ce qui a mené à la définition d'une thèse, donc la thèse d'Aurélie, dans le cadre de la chaire, avec Edwige, sur et l'université d'Artois, pardon, sur la levée d'incertitudes et le support aux humains pour lever l'incertitude en face d'informations incohérentes. Donc, plusieurs sources d'informations, de l'incertitude, des incohérences. Et donc, là, on regarde comment appliquer des techniques HSI ou assimilées pour résoudre ces problèmes-là.
Voilà, donc merci pour l'accueil et et merci à tout le monde d'avoir initié cette collaboration quand même. Donc, je ne vais pas rajouter, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Je tenais juste à remercier cette merveilleuse collaboration que j'avais et que j'ai toujours avec Guy, Dimitri, Thomas au début et maintenant on a fait ce groupe où on a très intéressant application et implémentation de la thèse. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est sur la thèse d'Alexandre Didier. En tout cas, merci Guy pour les échanges, pour les idées, pour différents modèles qu'on a testés. Donc, j'espère que tout ça se passera bien comme il faut pour Alexandre et qu'on aura des résultats encore plus intéressants. Mais je tenais à souligner vraiment la qualité d'échange et le plaisir avec lequel j'ai toujours à travailler avec vous tous. Merci. Et puis, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont se développer. Donc, au plaisir de continuer à discuter et échanger. J'ai rencontré Guy il y a, je sais pas, 5-6 ans maintenant, au hasard. Au hasard d'une rencontre d'une collègue qui m'avait parlé de ce chercheur. Il avait des idées géniales qu'il fallait absolument que je raconte parce que ça allait plaire. Et j'ai rencontré Guy, j'ai rencontré ici à Centrale, on a discuté pendant une heure, et effectivement ça m'a plu parce que au-delà de la méthodologie, la culture de l'ingénierie, la transformation culturelle de l'ingénierie que Guy apporte m'a beaucoup plu et ça fait beaucoup de sens pour moi, sortir du technocentrisme, essayer de faire des systèmes qui servent, qui peuvent être employés de manière naturelle. C'est quelque chose qui me parlait beaucoup et j'avais la frustration de ne pas avoir une bonne méthodologie pour prendre ce sujet-là dans mes propres réalisations. Et discuter avec Guy, travailler avec lui, ça m'a beaucoup apporté personnellement et j'espère que ça a beaucoup apporté à mes collègues et que ça continuera de développer, d'apporter beaucoup de choses pour faire des meilleures réalisations. Merci. Merci. Du coup, c'est un petit mot pour les étudiants, enfin, les étudiants de Guy, du coup, dans le master CP Centrale. On a eu la chance de faire dans l'année. Je vais parler pour nous deux. On se sent vraiment très privilégié d'avoir pu avoir vos cours parce que on n'a pas forcément un background ingé, mais les 30 heures de cours qu'on a eu avec vous, en tout cas moi, dans mon témoignage personnel, c'était vraiment très exhaustif et ça m'a beaucoup servi pour mon travail après, pour mon stage après, qui était vraiment très dans l'industrie et dans l'ingénierie système. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour un master jeune comme nous, ça fait 2 ans, c'est la deuxième année, la deuxième promo, d'avoir un chercheur de notre calibre qui prend son temps qui investit son temps pour nous enseigner. Enfin, c'est vraiment un privilège et du coup, on vous remercie aussi pour ça. Et c'était vraiment un cours très stimulant et merci. Et j'espère que d'autres étudiants pourront encore en profiter par la suite. Oui, c'est Jean-Jacques Speyer. Je te remercie d'avoir pu parfois m'intégrer pour une étude de cas dans le cadre de ta chaire. Et puis surtout, ce qui m'interpelle, c'est l'arrivée du New Handbook, je te cite, on HSI Systems Integration. C'est ça qui vraiment va peser à l'international et chez Incosi aussi. C'est ça qui va rester comme une trace avec des multiples dizaines d'articles. Alors, au plaisir de voir cette œuvre émerger. Merci Guy. Merci. Je vais dire qui est Jean-Jacques Speyer. Jean-Jacques Speyer était le grand expert pour le pilotage à deux et tout ce qui a suivi ensuite chez Airbus dans le domaine des cockpits de nouvelle génération. Ok, et ce n'est pas adieu. Tu restes parmi nous. Il est temps de donner le relais. Moi-même, dans mes cours de certification et de spécification avion, j'ai arrêté en juin, mais aussitôt septembre arrivé, on m'a demandé de poursuivre, mais à une échelle plus réduite,
pour donner la substantifique moelle de secours. Ce que je vais faire jusqu'à mes 80 ans, encore 4 ans. Tu peux toujours faire une thèse parce que Jean Pignol a fait une à 82 ans. Oui, oui, je suis encore un gamin par rapport à lui, mais la différence d'âge restera identique. On ne veut pas rattraper les anciens. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qui était dit sur le changement culturel de la formation des ingénieurs, auquel tu contribues grandement. Tu m'as demandé d'en parler, alors je vais en toucher un mot, puisque je travaille à l'INRS, l'Institut national de recherche pour la santé et sécurité au travail. Et on a invité Guy à participer à... Nous-mêmes, en tant qu'institut, on a une convention avec la CTI, dans lequel on conçoit des formations pour les ingénieurs de demain. Et donc, Guy a été invité à notre groupe de travail où on conçoit une formation qui va être déployée dans toutes les écoles d'ingénieurs de France sur la prévention et la conception. Et donc, Guy est en tant que représentant de l'approche HSI qu'on mobilise dans ce cours pour à la fois concevoir un cours et former aussi les enseignants dans toutes les écoles de France, écoles d'ingénieurs de France, pour que cette approche centrée humain se déploie petit à petit en France, de plus en plus. Voilà. Il contribue grandement à cette part. Oui, je permets Marc Sango, SNCF. Je tiens également à remercier Guy, qui a apporté Human System Integration dans le secteur ferroviaire. Je fais un petit témoignage parce que je connais Guy il y a 3 ans dans le cadre d'une thèse CIFRE avec Yang Boy et Yang Son, en utilisant 2 mots que Guy a ajoutés en fait dans mon vocabulaire, c'est la virtualisation et la tangibilisation. Virtualisation, moi j'ai connu Guy virtuellement via AFIS. Et pour la tangibilisation, moi je suis référent SNCF dans une autre chaire de Centrale Supélec. C'est la chaire risque et résilience des systèmes complexes de Anne Barros. Et dans cette chaire, on s'intéressait à monter une thèse CIFRE sur la fiabilité technique qui est du domaine du risque et de résilience et sur les facteurs humains. Et du coup, on cherchait quelqu'un qui allait porter cet aspect. Et du coup, je suis passé de la virtualisation à la tangibilisation. Donc, on a rencontré Guy qui nous a parlé de HSI. Au début, je me disais, HSI, c'est l'ingénierie système de facteurs humains et organisationnels. C'est les 2 disciplines que nous, on connaît, en tout cas, à côté SNCF. J'étais dubitatif, j'ai dit, c'est deux disciplines qu'on connaît déjà, on utilise, qu'est-ce que le HSI va nous apporter de plus? Et en discutant avec Guy, avec tous les retours d'expérience qu'il a eu côté aéronautique et spatial aussi, petit à petit, on est arrivé à la tangibilisation, à utiliser Prodec, adapter Prodec pour le ferroviaire, et on est en train de l'appliquer sur un sous-système pour l'automatisation de nos trains. Donc voilà, merci Guy de m'avoir ajouté ces deux vocabulaires dans le domaine ferroviaire en virtualisation et tangibilisation. Merci. Merci.